Quelqu'un me demandait tout à l'heure si c'est parce que c'est au sujet des femmes que ce n'est pas rempli. J'espère que ce n'est pas le cas. De toute façon, je pense que nous avons assez attendu les personnes retardataires et que pour le respect que nous devons à celles qui ont pris la peine d'arriver à l'heure, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par introduire M. Jean Bosco Tala, qui dirige la Grande Palabre et le journal Germinal que vous recevez en ce moment. Il va intervenir pour poser le cadre de la Grande Palabre et expliquer un peu d'où est venue cette initiative. Nous avons choisi le nom de Palabre. Pourquoi? Parce que nous savons que dans la société traditionnelle africaine, on avait, quand un problème se posait au village, on convoquait le village sous un arbre qu'on appelait la palabre et on tenait la palabre. Mais la spécificité de la palabre africaine était la suivante. Contrairement au débat, dans la palabre africaine, ce qui prévalait, c'était le consensus. Quand il fallait prendre une décision, il fallait convaincre jusqu'au dernier réticent. C'est-à-dire tout le monde devrait être d'accord sur la décision qu'on devait prendre. Donc la palabre africaine étant caractérisée par la recherche du consensus, nous avons pensé qu'un espace comme celui-ci, à partir des problématiques qui nous intéressent tout le temps, nous pouvons nous retrouver régulièrement pour essayer de penser ces différentes problématiques et chercher un consensus autour des différentes solutions que nous allons proposer. C'est la raison pour laquelle nous refusons dans la palabre de parler de débat. Nous préférons la discussion. Parce qu'il y a une différence entre un débat et une discussion. Le débat, ça peut être comme les avocats. Vous ne verrez jamais un avocat donner raison à son adversaire. Parce qu'il est là, il défend son adversaire. Alors que dans la discussion, nous posons des solutions à un problème sur une balance. Et c'est la meilleure des solutions que nous retenons. Ça fait une grande différence et c'est ça qui faisait la différence avec, entre le débat et la discussion. Et c'est ça qui faisait qu'en Afrique traditionnelle, on réunissait les gens pour chercher une solution à un problème. Si le village vous pardonnait, vous restez. Et si le village ne vous pardonnait pas, vous excluez, vous devenez un parian, vous chassez du village. Ça, c'est un peu l'esprit que nous voulons donner à la palabre. Aux questions de femmes. Parce qu'on a souvent dit que derrière tout grand, mais surtout en ce qui concerne la relation, malheureusement, je dois constater que c'est l'une des sessions de la palabre la plus difficile que j'ai organisée. Vous voyez la salle, mieux se mobiliser pour qu'on les mette en exergue, pour qu'on les mette harcelés, entre guillemets. Parce que là, harcelés, docteur, pour qu'elle soit un partenaire de droit. Yaoundé a une coordination à Mononica. Elle est membre de la délégation du Cameroun à 3 sessions du Conseil des droits de l'homme. Elle est membre de plusieurs associations d'histoire politique du Cameroun, d'histoire des relations internationales. Qui a été opéré avec l'arrivée de la colonisation. Nos sociétés avant au niveau de l'Afrique étaient la plupart matrilinéaires. Quelques communautés étaient matriarcales, mais la plupart étaient matrilinéaires. Et du coup, les femmes étaient assez protégées, que ce soit au niveau de leur place dans la communauté, mais également protégées vis-à-vis des bourreaux envers lesquels elles subissaient des violences. Ce qui, avec la colonisation, pour lequel le mode opératoire était l'usage de la violence pour imposer leur ligne de conduite, l'homme africain, malheureusement, on a l'impression à intégrer dans son comportement quotidien l'usage de la violence pour s'exprimer et prendre de la place dans la communauté. Du coup, face aux violences que nous rencontrons au quotidien, très souvent elles sont ancrées dans les habitudes et les mœurs sociales dans les communautés, dans les familles. Au niveau dans le profil genre du Cameroun notamment ici, il est noté que 55% de femmes sont victimes de violences conjugales. Nous avons 400 000 femmes qui ont été victimes de violences conjugales depuis la dernière étude qui a été faite en 2019.
Et donc, on se rend compte ici, à côté de cela, qu'il y a une faible réponse de l'appareil étatique face aux violences que vivent les femmes. Parce que déjà, on a des lois qui, certes, doivent être améliorées. On a des lois déjà qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Du coup, beaucoup de violences que vivent les femmes, quand bien même elles recherchent de l'aide, l'appareil étatique, notamment le corps judiciaire, ne répond pas comme on s'y attendrait. Il y a beaucoup d'impunité qui reste dans les communautés et on se retrouve chaque jour à poursuivre les mêmes personnes qui ont commis des faits hier et qui continuent de commettre les mêmes faits aujourd'hui sur des femmes et des filles dans leur communauté. Parlant également des violences socio-économiques ici également, on a également l'accès à la terre. Bien qu'on ait mené des plaidoyers avec le ministère de l'Habitat notamment sur la question et qui nous ont fait part de ce que les chiffres, l'accès à la terre était assez ouvert, notamment au niveau de la législation camerounaise pour les femmes, on se rend compte encore qu'au niveau des us et coutumes, des normes sociales, beaucoup de familles dans les communautés ne jugent pas opportun ou encore important de donner de la terre aux femmes, alors qu'on sait que pour la plupart d'entre elles, elles constituent en majorité la grande main-d'œuvre dans l'industrie de l'agriculture. Malheureusement, quand on monte au niveau de la gestion, notamment des financements, de la gestion des financements ou encore de la gestion de la terre, elles ne sont plus concernées. Et donc, comme toujours, elles se retrouvent à être au bas de l'échelle et à devoir subir des injustices, que ce soit en tant que femme mariée qui est chassée de la terre de son mari ou encore en tant que fille qui est considérée comme ne pouvant pas hériter de la terre de son père parce qu'elle est appelée à se marier. Nous avons également ici, comme violence socio-économique qu'on rencontre très souvent dans les communautés, notamment ici le harcèlement sexuel, le difficile accès à l'emploi pour les femmes. C'est également un sujet qui est encore très difficile et dont même les femmes elles-mêmes n'ont pas encore réellement conscience de ça malheureusement. Parce que dans une société où on a appris à la fille très jeune que sa place se trouve auprès de son mari et de ses enfants, très souvent les femmes face aux difficultés qu'elles rencontrent à réellement intégrer le marché de l'emploi se retrouvent à se jeter dans l'informel, un informel où elles ne sont pas protégées, un informel où elles n'ont pas vraiment les droits qui vont avec, et donc cela les précarise encore un peu plus. On n'a pas au niveau du code pénal, bien qu'il existe un article dessus qui punit le harcèlement sexuel, malheureusement encore on n'arrive pas encore concrètement sur le plan légal, sur le plan de la justice réellement, à faire en sorte que dans les entreprises il y ait une réelle politique de prévention du harcèlement sexuel envers les femmes et envers les femmes. Et donc ce sont toutes ces barrières qui font en sorte que ce soit dans leur accès au pouvoir, que ce soit dans leur occupation de l'espace public, les femmes et les filles encore dans nos communautés se retrouvent encore bloquées. Parce qu'il faut également le dire, 36% également de femmes dans nos communautés encore justifient des violences faites aux femmes et aux filles. Elles trouvent encore normal que oui, les femmes ne doivent pas travailler. Elles trouvent encore normal que oui, un monsieur peut frapper sur sa femme s'il n'est pas content d'elle. Elle trouve encore normal que oui, si une fille est mal habillée, elle doit se faire violer et on ne devrait en aucun cas dans ces moments-là inquiéter le bourreau. Donc, cette éducation quotidienne que l'on donne à la fille, et sans oublier bien sûr l'absence d'implication des hommes dans l'éducation de ces filles, quand bien même ils sont conscients de ce que leurs filles ont besoin d'être indépendantes et autonomes, cette absence d'implication et cette éducation que les mamans qui sont jusqu'ici donnent aux filles fait en sorte que les filles elles-mêmes, elles se retrouvent à justifier les violences qu'elles vivent dans les communautés. Elles se disent que c'est normal, qu'il n'y a pas, elles ne devraient pas se plaindre d'avoir été battues, d'avoir été violées, parce qu'au final, c'est elles qui ont provoqué cette violence. Et du coup, s'il n'y a pas cette prise de conscience déjà chez la victime, il y a également, il est clair qu'en face également, l'appareil étatique va en profiter pour dire que les femmes camerounaises ne veulent pas vraiment l'émancipation, parce que quand nous faisons les plaidoyers, c'est toujours ce qui nous revient, les femmes camerounaises ne veulent pas. Vous dites que oui, il faut renforcer les lois de protection pour les femmes victimes de violences, mais est-ce qu'elles vous ont dit qu'elles veulent être protégées? Parce que déjà, il y a ce conditionnement qui est fait, et il serait important ici là
que nos gouvernements, notre gouvernement, notamment au niveau du Cameroun, s'applique vraiment à améliorer parce que vu les conventions et les traités ratifiés hors du pays sur les conditions des femmes, notamment le protocole de Maputo ou encore la CEDEF, il est important que l'État du Cameroun prenne ses responsabilités parce que s'il n'y a pas une réelle éducation en même temps sur le terrain vis-à-vis des femmes et des filles sur la question des violences qu'elles vivent, on va toujours se retrouver en train de devoir répéter la même chose. Et s'il n'y a pas une réelle répression de la justice envers les bourreaux des femmes victimes de violences, il est clair que la parole ne va pas se libérer parce que vous ne pouvez pas être victime de violences et en même temps c'est vous qui devez vivre dans la clandestinité ou encore vivre dans la peur parce que votre bourreau n'est pas arrêté, parce que c'est votre bourreau qui vous menace de vous tuer si vous continuez la procédure, alors qu'en face, l'État vous dit votre procès va prendre au moins 4 ans. C'est clair que c'est des choses qui encouragent à silencier les femmes victimes de violences, mais également... Ça peut être femme, mais ça peut être homme. Clearly comes out for us to see how do we define feminism in the Cameroonian context and in the African context. Because this is a term, like there's Western feminism, there's liberal feminism, there's radical feminism, and there is a lot. So when you really take that time, people only consider themselves feminists in applications. When you're writing a grant application and working for an international funder, so we get to read this a lot. People only consider themselves when it's time to say, okay, I am applying for this grant, but really to define yourself or call yourself a feminist, it is a problem. And that is because feminists in Africa, in Cameroon, feminism is not recorded. We know our mothers did a lot in history. Our mothers contributed to political changes in this country. At first, the parliament was not the percentage that we have today, but it has increased. Leadership in this country, though it is still timid, is growing, I would say. But women are still struggling to get there. And we are not only looking at feminism in the Western ways that turns to be homophobic and which also turns to look at white feminism, which already is an advantage, and it underlooks maybe black feminists and also not aligning black feminism to African feminism. So when we are talking about African feminism, what do we really mean? We mean our methods, recognizing ourselves as Africans who might not record all what they are doing in the field. We are talking about those traditional women who have not gone through any formal education, yet they are doing a lot of work when it concerns gender equality in this country or in Africa. Now, different regions have been rising, especially East Africa, in context of movement building and feminist organizing. But in Cameroon, it has been a little bit slow. We know our country sometimes with the limitations that women face in accessing some positions, which actually makes them not to identify fully as feminists, because in simple terms, feminism just means equality. Equality at all levels, social, political, and also recognizing that, at some point there was a discrimination, how do we turn to equity? And when you're bringing it, equality and equity now is going to be another long process which might be eliminated. So we have really done a lot in innovating feminist activism. Let's just call it women empowerment. If you're a women empowerment activist, please consider yourself a feminist because you're doing something to advance gender equality.
in your country. It must not be the difficult terms, and that is the problem with feminism in this country. Sometimes they are just terms that we bring in, women don't recognize them. For example, the CSW just passed and there was a lot about climate justice. But rural women have been doing a lot in preserving the environment. They have looked for traditional methods that they can use to grow their crops while maintaining the environment in all its sanity. Still, with westernization, we have to pay the price, and the rural women have to pay the price. Now, when all those processes are going on, the African woman still, the Cameroonian woman, is not recognized as someone who can take a plane and actually pull out her ideas, crude the way they are, without any education, without any formalization or whatsoever processes that you people do. And these are some of the problems that feminism is facing in this country. We also have recognizing the unwritten and tremendous work that women have done. We know history was passed from one place to another. We can say this is a history setting in the traditional communities that we come from, where we just had to sit in the fireside. Maybe your grandmother is giving some groundnuts and corn, removing some fresh corn from the fire and giving you, and she tells you stories from past histories, but who actually records that? No one. And with time, that just gets to disappear. Have their associations, their movements that they have created without knowledge of anyone, without knowledge of any process. They just know that, okay, nous venons ensemble pour créer un mouvement, ou bien nous venons ensemble pour mettre nos produits ensemble et vite vendre. On peut partir chez la femme le chef, et la femme du chef va nous aider avec ses relations, et nous allons vendre nos produits. Donc, c'est ça que nous parlons quand nous disons le mouvement féministe. Le féminisme, ce n'est pas juste ouest-oriental. C'est aussi, en simple terme, ce que les femmes font, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas écrit, surtout la femme africaine. Que son histoire, ses expériences et tout ce qu'elle traverse n'est pas écrit. C'est ce que nous avons appris, n'est-ce pas? Ou bien en regardant la télé, en faisant les médias, en lisant les papiers. Mais quand ça vient au Cameroun, ou bien si par exemple on arrive à Woum, Woum c'est mon village, au nord-ouest, quand la dynamique c'est différent, c'est que le message, comment on va passer le message, ce serait différent. Mais il y a les féministes qui sont là, il y a les sociétés secrètes, que c'est seulement les femmes. Et quand ils se placent pour dire quelque chose, même le chef écoute. Donc c'est ça que ça c'est le féminisme. C'est juste parce qu'en oriental, on a défini le féminisme pour nous. Et nous ne reconnaissons pas ce que nous faisons peut-être au Cameroun ou bien dans les partis locaux. Désolé mon français. et aussi, avec le temps, on dit toujours que c'est comme snail. C'est lent, comme la tortue, le féminisme en Afrique. C'est lent. C'est parce que la femme africaine, vous savez, c'est juste une belle femme. Elle porte l'enfant, elle doit travailler après ça, elle doit aider les autres.
Donc, elle porte beaucoup. Une fois, je suis arrivée à Batoufam, et les femmes, ce qu'ils font, c'est tellement puissant. Ils ont les tontines, ils s'achètent les terrains. Ça, ce sont les femmes qui s'organisent entre eux, seulement les femmes. Elles payent les études des enfants, mais ça, c'est du féminisme. Le féminisme, ce n'est pas seulement que je me lève aujourd'hui, je dis que je veux égalité aujourd'hui, c'est ça ou bien c'est pas ça. Non. Ce sont les petits processus que nous faisons et qu'on met ça ensemble. Ça peut être sur l'environnement, la femme qui fait pour préserver son petit champ, ses petits hectares-là. Ça peut être la femme du chef qui est féministe, qui s'assure que tout le monde, quand c'est la saison de plantation, tout le monde a son petit champ là pour s'assurer que nous mangeons. Ça peut être les femmes, une femme musulmane qui se bat que non, le mariage précoce, c'est pas ça. Nous voulons que la loi ne permet plus les parents de constater les mariages. Ça peut être différentes choses qui sont diverses et aussi qui acceptent la femme comme celle qui protège pour son foyer. Sorry. Qui prend soin de son foyer. Parce qu'on n'élimine pas ça. Quand on parle du féminisme africain, on n'élimine pas la partie de la femme. Cette partie. Parce qu'en tant que femme africaine, c'est aussi people take pride. Je ne sais pas comment on dit. Il y a les femmes qui aiment ça. On ne peut pas juste venir d'oriental et dire que non, tu ne dois pas aimer prendre soin de ton enfant. Non. Si c'est ce que vous voulez, go ahead for it. And that is what the beautiful dynamic of African feminism, Cameroonian feminism, that is still unexploited et qu'on n'a même pas encore écrit tout. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore fait les études sur comment vraiment définir le féminisme au Cameroun, en Afrique, qui reconnaît notre contexte, nos challenges et nos idées. Comment on veut les processus. C'est pas seulement juste prendre un processus et mettre que ça va pas marcher. Comment prendre, ok, vous avez fait ça ici aux États-Unis, oui, on arrive, ça va marcher au Cameroun, ok, nous adoptons. Comment on adapte cela et on implémente. So, this is the small topic that I had for you on feminism, just for us to know that we are feminists. We have been doing a lot when it concerns feminism, when it concerns gender equality. Just being here to listen about women's issues already means that you are part of a change, already means that you recognize that there should be gender equality. Donc c'est le petit intervention, propos, merci beaucoup, que j'avais pour vous, pour que nous reconnaissons juste que nous sommes tous féministes. Seulement être ici, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a un problème. Spécifique aux droits de la femme. C'est très difficile pour moi de parler des droits de l'homme au Cameroun, surtout quand on a d'autres casquettes et qu'on peut parfois défendre d'autres choses, disons-le ainsi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la protection des droits de l'homme, on a, on va dire, trois paliers. On a le niveau international, on a le niveau régional, et puis on a le niveau national. Donc,
parler des mécanismes de protection des droits de femmes ici, ça va renvoyer aux textes qui sont adoptés, qui ont été adoptés, et ici spécifiquement ceux qui ont été pour le cas régional, les cas régional et international, ratifiés ou alors signés par le Cameroun. D'un autre côté, on aura les organes de ces traités-là, dont les organes en charge, les institutions en charge, on va dire, de la surveillance de l'application de ces droits-là. Ce n'est pas facile de parler des droits des femmes, mais comme on a décidé d'être des femmes et de parler seulement entre nous, même si on a un public mixte, on va déjà parler de la résolution, je vais dire ainsi. C'est vrai qu'il y a eu des ratifications dernièrement, la ratification de la Convention relative aux personnes, aux droits des personnes handicapées, qui concerne également la femme d'une certaine façon. Mais de façon spécifique, la plus récente, à mon avis, reste la résolution 1325 des Nations Unies qui concerne la protection des femmes pendant les conflits. Et cette résolution-là a connu quand même une action depuis 2016 assez dynamique au niveau normatif du gouvernement camerounais à travers l'adoption d'un plan national. Ça montre l'internalisation de cette résolution par le gouvernement camerounais dans le contexte que le Cameroun vit. Boko Haram, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il était bon, n'est-ce pas, pour cet État-là d'internaliser la résolution 1325 et les autres résolutions annexes qui protègent la femme pendant le conflit. Ça, c'est au niveau onusien. Maintenant, le document phare pour l'ONU, c'est la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Cameroun l'a signé, ratifié depuis 2004 quand même. On a fait pas mal d'efforts. C'est déjà quelque chose. On ne va pas dire que le Cameroun ne l'a pas fait. Déjà, bon, on voit le Cameroun au niveau de l'organe de traité de la CEDEF. Le Cameroun a rattrapé le retard accusé parce qu'à un moment, ce pays n'envoyait même pas de rapports nationaux périodiques. Donc actuellement, le Cameroun est à jour et ça, il faut quand même saluer. On ne rentrera pas dans la qualité du rapport. Cyril est là dans la salle, peut-être qu'on ouvrira le débat, mais au moins sur la forme, le Cameroun tient à sa parole cette fois-ci. Maintenant, ce comité, ça il faut le savoir également, reconnaît donc la compétence pour toute question sur les violations des droits de femmes. Ce comité-là, le Cameroun a reconnu cette compétence. Bon, on ne va pas parler du protocole, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, parce qu'il y a quand même un article qui protège la femme. Les femmes, déjà, de façon générale, c'est des droits pour tous les deux sexes, mais que ce soit dans le pacte relatif aux droits civils et politiques ou alors dans celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, on reconnaît les droits des femmes. Et la femme, lorsqu'elle est condamnée à mort, déjà quand même, il faut le signaler, elle ne peut pas être exécutée, parce que le Cameroun quand même si de fait ne pratique plus la condamnation à mort, il y a quand même encore cette épée de Damoclès dans notre code pénal. Mais la femme enceinte, pour ce qui est de la femme enceinte, on ne peut pas l'exécuter. Bon, maintenant au niveau régional, on a un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, connu beaucoup plus sous le nom de protocole de Maputo, qui a été ratifié depuis 2012. Et ce protocole est assez important quand même parce que là, le Cameroun a quand même, quand on lit, on voit l'histoire de ce protocole avec certains articles, par exemple l'avortement,
on se dit, le Cameroun a quand même fait un pas, même si le code pénal continue. C'est aussi ça, j'ai envie de dire, le fait d'adopter parfois des textes qui sont anticonstitutionnels. Mais compte tenu du fait que dans la hiérarchie des normes, les textes internationaux, les conventions internationales sont en principe, je dis en principe, au-dessus de la loi nationale interne. On peut penser que le protocole de Maputo peut donc être au-dessus de certaines dispositions du code pénal. Le plus important pour moi, en termes au niveau régional, c'est la convention de Kampala. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que, compte tenu de la situation du Cameroun, elle protège, elle consacre l'assistance et la protection des personnes déplacées. Au Cameroun aujourd'hui, on a beaucoup de personnes déplacées et on fait comme si on ne sait pas que nous sommes État partie à une convention qui protège ces personnes-là. On ne voit pas beaucoup le gouvernement se rappeler toujours de cette disposition que lui-même a contractée. Cette convention de Kampala, donc, qui a été ratifiée depuis 2017, elle protège déjà, elle oblige les États à assister les personnes déplacées, à leur fournir, à s'assurer que leur état civil est toujours d'actualité. Partout où ces personnes partent, l'État doit les recenser et leur apporter toute l'assistance. L'État doit les protéger de violences sexuelles fondées sur le genre, entre autres, les protéger du viol. Malheureusement, on voit beaucoup, généralement même quand il y a des crises, on a vu par exemple avec Boko Haram à l'extrême nord, la priorité c'était d'abord les réfugiés. On a souvent tendance à oublier les déplacés internes qui ont également des problèmes. Donc il serait peut-être bon que le Cameroun élabore également, comme ça a été le cas pour la résolution 1325, un plan d'action. On ne dit pas, il y a des choses qui ont été faites. On voit par exemple, pour ce qui est de Yaoundé, au niveau de la mairie de Yaoundé 6, il y a une volonté d'intégration des déplacés internes, mais le niveau local, le niveau communal ne suffit pas. Il est important au niveau national de réfléchir réellement sur la problématique des déplacés internes parce qu'ils sont très nombreux. Quand on se rend du côté de Douala où je suis, en allant à Ndobo, on parle quand même de protéger. Bien, merci. Merci pour la parole que vous me donnez et très honorée d'être parmi ces dames de valeur. Alors, il m'a été demandé de vous entretenir sur l'influence des femmes dans la sphère publique au Cameroun. Vraiment, c'est une thématique qui me dérange. L'influence de la femme. De quelle influence parle-t-on? Les femmes sont-elles influentes? Véritablement, je me pose la question. Et je suis certaine que toutes les femmes, toutes les panélistes et toutes celles qui sont dans la salle se posent également cette question. De quelle influence et dans quelle sphère publique? Les précédentes ont chacune dans son domaine, n'est-ce pas, essayé de dire quelque chose démontrant la place de la femme. Et la dernière intervenante, le docteur Alvin, a tenu des propos qui se rapprochent de ce que j'ai envie de dire et que je vais d'ailleurs dire. Mais je ne prendrai pas... je ne vais pas parler de manière très générale et je vais ramener ce problème, l'influence, la soi-disant influence de la femme à l'université, par exemple. Parce que je suis universitaire. Et je peux ramener également dans le domaine militaire, parce que je suis spécialiste
de l'histoire militaire. Alors, influence. Ça me donne l'envie d'envoyer ma tête à gauche, de la pencher à gauche, de la pencher à droite, parce que justement, je cherche. Je cherche. Parce qu'au-dessus de la femme, il y a ce qu'on appelle ce plafond de verre. Je ne parlerai même plus de plafond de verre, mais je dirais une transformation du plafond de verre en plafond de béton. La femme peut être influente si l'on regarde les compétences de la femme. Et je crois qu'on aurait dû se poser la question de savoir si la femme camerounaise est compétente ou pas, et ses actions. À valeur égale à l'université, les femmes sont compétentes. Puisque sur la balance, elles ont les mêmes diplômes que les hommes. Pour être enseignant à l'université, il faut un doctorat. Et les femmes ont des doctorats. Pour évoluer, on demande de produire. Les femmes produisent. Mais seulement, lors des changements de grade, par exemple, lorsque l'homme produit seulement 6 papiers, la femme en produit 12 ou plus. Parce que la femme doit doit travailler doublement que l'homme. Et ce n'est pas seulement à l'université, c'est un peu partout. Première femme. Parce que lorsqu'une femme émerge ou lorsqu'on nomme une femme, vous entendez, c'est la première femme. Pourquoi ne dit-on jamais c'est le premier homme? Pourquoi veut-on réduire la femme? Parce qu'en parlant de première femme, c'est réducteur. Parce que la femme, c'est un être humain qui a des compétences et qui a des qualités au même titre que l'homme. Je vais un peu te titiller, petite sœur. Je suis féministe et je l'assume. J'assume pourquoi? Parce que je suis pour la recherche c'est-à-dire de l'excellence féminine, oui, mais je voudrais détruire toutes les stèles, tous les, comment je peux dire, les embûches que l'on a mises sur le chemin des femmes. Mais il faut le dire, que ces rencontres déformantes, j'entends par rencontre déformante la rencontre avec l'Occident, a fait en sorte qu'il y ait recul de nos qualités, de notre culture. Parce que dans l'Afrique traditionnelle, c'était la complémentarité, la mixité. Allez dans les villages, lorsqu'il faut abattre les arbres, c'est qui? Les hommes. Lorsqu'il faut tourner, c'est qui? La femme. Et à la récolte, les deux sont ensemble. Pourquoi lorsque nous prenons chez les autres, nous voulons appliquer ce que les autres font? La compétence des femmes est un fait. Qu'on aille, par exemple, j'ai vu, il y a combien d'années, il y a environ 7 ans, au ministère de la Défense, lorsqu'on a nommé la première dame collégion, ça fait le tour des médias. Première femme, alors que cette dame a été dans les mêmes écoles que les militaires, ses camarades masculins. Elle a eu des mêmes diplômes et lorsqu'on la nomme, on bavarde, on rencontre dans tous les journaux. Ça, c'est réducteur et insultant à l'endroit des femmes. Je me bats pour une reconnaissance de la femme. Si c'est ça qui fait de moi une féministe, je le suis. Mais ça n'enlève en rien mon côté africain qui veut qu'une fois que je sors de l'ère de travail, que je devienne femme à la maison.
Mais la femme à la maison, ça ne signifie pas que le mari à la maison doive me considérer comme un objet. Qu'il reconnaisse les qualités de celle avec qui il vit, afin que nous puissions construire ensemble. C'est ça la complémentarité et c'est ça mon féminisme à l'africaine. J'ai eu la chance d'assister aux congrès féministes occidentaux et honnêtement, je puis vous dire que les Camerounais sont en avant, très en avance par rapport à certains pays occidentaux et même certains pays africains. Vous arrivez dans certains pays africains comme la Côte d'Ivoire, on favorise encore l'éducation du garçon au détriment de celui de la fille. Mais au Cameroun, les parents, c'est filles, garçons, allez à l'école. La femme dans la sphère publique au Cameroun, j'ai l'impression qu'on nous prend comme des poupées Barbie parfois. Sois belle et tais-toi. Mais on ne peut pas être belle et nous taire. Nous sommes belles et nous avons un potentiel. Le docteur Alvin le disait tout à l'heure, que les femmes camerounaises sont belles. Oui, elles sont belles et elles ont un potentiel. Regardez les panélistes que vous avez, regardez comment elles sont toutes belles. Mais ce sont des femmes de valeur. Et vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, les réduire. Il faut respecter ce qu'elles sont et ce qu'elles peuvent donner. Mais malheureusement, au Cameroun, on a toujours l'impression qu'on peut utiliser, c'est-à-dire la compétence de la femme, et à un moment, l'écarter lorsque on veut atteindre le sommet, c'est-à-dire tout ce qui est, je ne veux pas dire juteux, parce qu'on ne travaille pas simplement pour le jus, on travaille pour une certaine amélioration de la connaissance. Et pour nous les femmes, c'est une forme également, c'est comme du leadership. Nous sommes là, on se dit, nous sommes arrivés à un certain niveau, chacun dans sa sphère. Comment faire pour tirer, pour amener les autres à devenir comme soi? Parce que lorsque nous serons tous ensemble, nous finirons par détruire ce plafond de béton que les hommes ont érigé. Parce que nous vivons ici au Cameroun c'est je dirais la phallocratie extrême au niveau administratif. Parce que la femme, malgré ses compétences, il est difficile qu'une femme soit nommée si elle n'appartient généralement pas à des réseaux. Il faut être dans le réseau X, il faut être dans le réseau Y pour que vous soyez nommé. Mais un pays ne peut pas se développer uniquement à travers les réseaux. Un pays se développe avec des compétences. Pour terminer, je me suis dit que je n'allais pas beaucoup parler. Pour chuter, et en attendant bien évidemment de vos questions, je dois dire que la femme doit lutter pour l'assujettissement contre le maintien de sa personne dans une condition inférieure parce que le masculin ne veut pas l'élévation de la femme. Le masculin, je n'ai pas dit 100%, donc ne pensez pas que je dis 100% des hommes, hein. Il y a environ... Je vais remercier M. Jean Bosco Talla qui nous a conviés à ces importantes rencontres. M. Jean Bosco Talla, je vous disais félicitations pour votre engagement. Je me souviens que j'étais députée il y a très longtemps et que la grande palabre avait déjà commencé dans la même lignée de promouvoir des échanges par rapport à des thématiques importantes. Vous m'avez invité depuis, je ne savais pas que je devais être là, j'étais en déplacement. Dieu merci qu'il ait permis que je puisse être là parce que pour moi c'est important
de me retrouver partout où il est question des femmes, pas parce que je suis une femme, mais parce que je sais que les femmes sont victimes, avec les enfants, de nombreuses discriminations dans notre pays. Donc, je voudrais aussi remercier mesdames qui m'ont précédée pour vos thématiques aussi importantes et vos exposés j'ai pris beaucoup de notes. Vous m'avez introduite par rapport, je l'ai ressenti au livre du professeur Biolay, que je vais remercier aussi. Et j'avoue que quand elle m'avait contactée, parce qu'elle était en train d'écrire, elle avait dit, je pense, elle m'avait envoyé des notes sollicitant mon intervention pour ma contribution pour son livre. Je n'avais pas beaucoup réagi parce que je n'y croyais pas, dans le sens où je ne participe pas beaucoup souvent à des contributions qui ont trait à la femme parce que je suis femme. Généralement, je m'interdis d'aller parce que je suis femme. Donc, mais je vois que son livre est un livre qui, dans la scène nationale, permet quand même d'avoir une donnée par rapport aux femmes, et c'est bien. Et tout à l'heure, j'ai reconnu, et donc merci, professeur Biolay, d'avoir tenu à écrire ce livre sur les engagements. On en a besoin de beaucoup de... Je ne suis pas le professeur. Je sais, mais ça ne m'empêche pas de la remercier dans ce cadre. Puisque vous vous êtes servi de son livre, pour moi, c'est important de le mentionner ici. Et ça fait partie aussi de ce qu'on est en train de faire, à savoir... rendre hommage à des personnes, qu'elles soient des femmes ou qu'elles soient des hommes, mais qui mettent en exergue le travail des femmes. Monsieur Jean Bosco, je ne sais pas, est-ce qu'on est toujours dans le mois de mars pour la promotion des droits des femmes? Pour moi, le 8 mars se célèbre tous les jours de l'année. Donc, c'est pour ça que je me dis, et j'invite tout le monde à ne pas considérer ces assises parce que nous sommes encore en mars, parce que je sais que vous m'aviez invité pour début mars, vous aviez programmé début mars. Moi, le 8 mars, entre guillemets, c'est tous les jours. J'ai été donc invitée par vous. Je me souviens que vous m'avez posé des questions par rapport à l'engagement, le leadership politique des femmes au Cameroun. Selon vous, l'engagement et la représentativité des femmes en politique au Cameroun est-il satisfaisant? Au regard de votre expérience, quelles sont les difficultés spécifiques auxquelles font face les femmes politiques? À votre avis, quels sont les changements structurels nécessaires pour un meilleur engagement et une meilleure représentativité des femmes en politique? Quelles sont les 2 à 3 leçons principales que l'on peut tirer de votre expérience en tant que leader politique, femme de premier plan au Cameroun, notamment à l'Assemblée nationale? Donc, ce sont les 4 questions, mesdames et messieurs, pour lesquelles je vais juste vous donner des points que j'ai retenus comme ça. Déjà, quand on parle de leadership, le leadership, pour faire court, comme on dit, se définit comme une capacité d'un individu à pouvoir conduire d'autres personnes, un groupe de personnes ou des organisations pour atteindre certains objectifs. Donc, il y a capacité et il y a objectif. C'est pour cela que quand on parle de leadership féminin, est-ce que c'est une façon de penser que les femmes ont un leadership spécifique aux femmes? Est-ce que la maire de Fumban que je suis est leader seulement pour les femmes de Fumban? Et nécessairement non. Donc pour moi, quand on parle de leadership, ça peut être féminin ou masculin, mais le fait de dire leadership féminin, c'est important de savoir qu'il faut nous sortir des murs où on pense que c'est spécifique parce qu'on est une femme d'avoir le leadership. Le professeur, elle a rappelé tout à l'heure, les femmes, elles sont tout aussi compétentes que les hommes de pouvoir conduire, inspirer ou atteindre des objectifs. Et maintenant, est-ce que parce que nous sommes des femmes, nous avons une vision particulière quand on est leader? Là, c'est intéressant de
de creuser. Je dirais oui, un leader qui est une femme nécessairement a une façon d'exercer son leadership qui n'est pas comme celui d'un homme. Homme que peut-être la société aura voulu nous imposer. Et généralement, c'est toujours bien de prendre des exemples des femmes politiques qui ont exercé des fonctions politiques. Je pense à Angela Merkel, par exemple. Elle est restée 16 ans au pouvoir et tout le monde peut se rendre compte de comment elle a mené l'Allemagne à un niveau qui n'était pas celui que quand elle arrivait au pouvoir, l'Allemagne avait, et même quand elle partait, elle n'a pas fait quelques mois que certains problèmes commençaient déjà. J'ai aussi pris l'exemple que nous connaissons en Afrique de Ellen Johnson Sirleaf. Elle est arrivée dans un pays totalement dévasté. Ce n'est pas facile pour une femme de prendre le pouvoir quand il y a des crises comme nous savons qui étaient au Libéria. Il y a des exemples aussi qui sont comme ceux du Brésil avec Dilma Rousseff. Elle était présidente de la République. Tout le monde a vu comment ça s'est passé. Benazir Bhutto, qui malheureusement a eu un destin que nous connaissons tous, que nous avons suivi pendant son engagement politique et sa démarche, sa façon de faire, c'était tout à fait différent. Je peux citer des exemples des femmes comme ça qui sont soit des premiers ministres dans leur pays ou chefs de gouvernement et on voit que leur façon d'être au pouvoir et d'appliquer la politique avait quand même une particularité. Mais en tout cas, ce qui est sûr par rapport à ce leadership féminin, je voudrais aussi nuancer en rappelant la fameuse phrase de Simone de Beauvoir qui disait que on ne naît pas femme, on le devient. C'est dire que si quand on est dans une société, on accepte de se ranger dans une classification ou bien dans des concepts vers lesquels on veut être dirigé en disant les femmes doivent porter des robes, les hommes doivent porter les pantalons, etc. Les femmes doivent aller à la cuisine, les hommes doivent conduire les voitures. Alors là, on devient femme par rapport à ce que la société aura voulu que l'on devienne. Et de toute façon, nous savons très bien que les chromosomes X ou Y ou les gènes peuvent scientifiquement faire en sorte que nous soyons différents. Bien sûr, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit des personnes qui sont qui ont des gènes, qui ont ces deux gènes, on peut se poser la question de savoir, mais de quel sexe sont ces personnes? Ce sont des réalités qui arrivent. Donc, c'est pour appuyer dans le sens de Madame de Beauvoir quand elle dit on ne naît pas femme, on le devient. Si on est un homme, ça sera pareil. Nos petits-enfants, ils vont être des hommes parce que on va les encourager, leur donner des permissions à aller jouer au match, à aller jouer au football, tandis que leurs petites sœurs devront être à la maison pour aider les parents à faire le ménage ou à aller puiser de l'eau. Donc, dans le fond, c'est pareil de l'autre côté. Et pareil, on ne naît pas leader, on le devient. Je n'ai personnellement jamais aspiré à être élu. Tout à l'heure, vous avez dit député du Noun. Je voudrais que ce soit clair qu'on est député au niveau national, on n'est pas député. Bien sûr on part d'une circonscription pour être député, mais c'est important de dire qu'on est député au niveau de la nation. Je n'ai jamais aspiré à avoir des fonctions électives en passant que ce soit à l'Assemblée ou de devenir maire. Jamais. Je me souviens quand j'étais petite, je voulais être géomètre. J'adorais les sols, donc je voulais faire des études. Après, je voulais être hôtesse de l'air. Je pense comme toutes les jeunes filles, elles veulent être des hôtesses de l'air. Et après, je voulais être professeur. Et
je me suis retrouvée en politique dans les années 91 par le fait de ma quête vers la justice, si vous voulez. J'ai fait des études de droit justement parce que depuis toute petite, j'avais compris que dans cette société où nous vivons, il faut pouvoir se défendre, entre guillemets. Donc, et en tout cas, je crois au pouvoir et au rôle des femmes parce que je suis vraiment une création des femmes. J'ai été élevée par ma grand-mère, j'ai vu ma mère, comment elle élevait des enfants toute seule. Et dans ma société, je voyais comment les femmes avaient des responsabilités énormes et le retour qu'elles avaient. Donc, quelque part, je me suis dit qu'il fallait corriger un peu cette justice-là et que de toute façon, il fallait pouvoir être prête pour réduire ces injustices. Bon. On ne n'est pas leader, on le devient. Donc, c'est encore pour moi important de le dire parce que pour leader féminin ou leader masculin, il faut qu'on inspire, il faut qu'on accompagne les autres. Notre rôle en tant que leader aujourd'hui, puisqu'on est au devant de la scène, c'est de pouvoir créer d'autres leaderships. Et c'est important parce qu'un leader qui ne forme pas et qui ne crée pas des conditions pour, avec les générations futures, ne fait pas son travail normalement. Et pour moi, en respectant les valeurs et les principes éthiques, qu'on soit homme ou femme, c'est ce qu'il faut pour un leader. Parce que quand on est appelé à être un modèle, un exemple, il faut quand même pouvoir respecter des valeurs et des fondamentaux qui sont partagés dans la société. Et pour ça, ce n'est pas tout le monde. Il faut un sacrifice parce que le leader aura bien envie d'agir d'une certaine façon, peut-être dans son subconscient, mais parce qu'il est leader, il ne pourra pas se le permettre. Donc c'est pour dire que quand on est, il y a des bonnes, il y a, si vous voulez, beaucoup plus d'abnégation et de conduite d'une certaine façon. Et ça, c'est pas donné. Et ça, c'est leader économique, leader culturel, leader dans le cadre du social, leader dans le cadre de l'environnement. Mais maintenant, plus particulièrement, dans le cadre de leadership en politique. Vous me demandez, M. Jean Bosco Talla, si l'engagement et la représentativité des femmes en politique est satisfaisant. Engagement, oui. Je pense que les femmes sont très engagées en politique, mais ça dépend du niveau. À quel niveau sont-elles? Vous parliez tout à l'heure des plantations. Nous, dans le café, on a remarqué à un moment donné que les femmes se retrouvaient au niveau des plantations. Alors on a dit, il faut absolument que les femmes se retrouvent au niveau du commerce, il faut qu'elles se retrouvent au niveau de la transformation, il faut qu'elles se retrouvent au niveau de l'exportation. C'est pareil en politique. Les femmes sont très engagées, mais elles se trouvent à quel niveau de la chaîne des valeurs de la politique? Elles sont appelées à... Parce que de par leur nature, les femmes, elles sont engagées, elles sont dévouées. Ça, ce sont les qualités de l'engagement. C'est elles qui vont aller nombreuses quand il y a un défilé. C'est elles qui vont remplir les salles quand il y a une réunion politique. Et c'est elles qui vont faire vraiment la plupart du travail. Donc, à ce niveau, elles sont engagées. Mais maintenant, la représentativité des femmes en politique pose problème parce que on se rend compte que elles ne sont pas représentatives au niveau politique, au niveau de la gestion de la cité pour le b.a.-ba de la définition de la politique. On ne voit pas, je vais citer quelques chiffres. Au Sénat, nous avons à peu près 26% de femmes. Sur les 30 personnes que le président de la République doit nommer, selon ses prérogatives, sur 30 personnes, le président de la République en a nommé 4 femmes seulement. Et celles qui sont élues, elles sont à peu près, je pense, 20% aussi. Donc, bref, sur les 100 sénateurs, il y a
moins d'une trentaine. À l'Assemblée nationale, elles ont atteint le cap de 30% ces dernières législatures, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et au gouvernement, les femmes sont 8 femmes, je pense, aucune femme ministre d'État. Et donc, on voit que ça descend encore à près de 12%. Au Conseil constitutionnel, il y a une femme qui est là, toute seule, donc près de même pas 10% sur les 11 membres du Conseil constitutionnel. Et au niveau des mairies, il y a 384 villes et il y a 35 femmes. Aucune femme n'est maire des villes, des 14 communautés, des villes. Aujourd'hui, on appelle les villes qui ont un statut spécial, des circonscriptions spéciales. Donc, ça, c'est des exemples pour vous dire que, du point de vue représentation politique, la femme ne l'est pas au même pourcentage que non seulement son engagement à la base, mais le fait qu'au Cameroun, c'est clair que les femmes sont plus de 50%, dont les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et aussi, les femmes sont les catégories des personnes qui sont les plus organisées à travers, on le voit, les associations et les plus mobilisées quand on a besoin qu'il y ait des personnes qui sortent. Ces pays sont ceux qui sont développés, parce que vous ne pouvez pas ignorer plus de la moitié de la force compétente et l'expression présidentielle. J'ai remarqué qu'après les dames de la présidence, se présentent parce que est-ce qu'on peut imaginer dans une société où il n'y a pas assez de femmes? La tête de ce groupe, c'était Madame Kawala avec d'autres femmes. Moi-même, j'étais d'accord. Et quand nous avons fait cette sortie, j'ai remarqué qu'il y a des femmes qui ont fait cette sortie, une autre sortie. Donc, je trouvais ça incroyable que des femmes sortent, et dont Madame Franco, elle était là, dont la présidente des femmes maires du Cameroun, dans laquelle je suis dans la même association, pour dire que moi, en tant que femme, je participerai à une association des femmes tant qu'il est question qu'on laisse les considérations politiques à côté et qu'on prenne la cause de la femme. Parce que quand on est une femme, on a les mêmes problèmes, que ce soit au Cameroun ou que ce soit en Europe ou que ce soit en Amérique. La cause de la femme, je participerai volontiers à un cadre associatif des femmes pour être engagée pour les droits des femmes. Mais quand je vois qu'il y a des femmes qui peuvent aller contre d'autres femmes parce qu'elles sont instrumentalisées politiquement, je trouve que c'est pas normal. Encore une dernière minute. Une dernière minute, vous me demandez quels sont les changements que nous pouvons avoir. Et les changements, c'est au moins respecter nos lois. Nous avons la déclaration de Beijing à laquelle nous avons souscrit qui veut qu'il y ait l'égalité des sexes. Donc il n'y a pas cette égalité. Le code de la famille, elle est importante. Nous devons dans notre pays avoir des lois contre les violences sexistes, contre les violences domestiques. Ça va éviter beaucoup de situations dans lesquelles les femmes se trouvent, des situations d'injustice. Je vous ai parlé de la santé de la femme. Il y a le mariage des enfants. C'est toujours les femmes qui sont les plus marginalisées. Dans la commune de Fumban, je ne célèbre pas le mariage d'un couple dont les deux n'ont pas 18 ans. Et je sais que dans d'autres mairies, par exemple dirigées par les femmes, et par exemple, ça c'est un cas dans lequel je me joindrai à d'autres femmes, dans nos mairies, stop au mariage des femmes, des personnes qui n'ont pas 18 ans. Pourtant, le Code civil, ça c'est des actions concrètes. Moi, je suis partante pour des actions concrètes. Donc il y a beaucoup de... Tout est au niveau du cadre législatif. L'État doit protéger les femmes pour qu'elles puissent, dans sa spécificité et dans la protection des femmes. Je parlais des enseignants. Les enseignantes femmes, elles doivent avoir des particularités. On doit penser aux garderies, on doit penser aux cantines, on doit faire tout pour que une enseignante, parce qu'elles sont les plus nombreuses,
je parle au niveau primaire, même secondaire, qu'elles aient des facilités. Donc, ce serait, si vous voulez, de la discrimination positive, mais c'est normal parce que leur spécificité fait qu'elles doivent avoir ce regard. Ça, c'est important qu'un État s'en occupe. Donc, voilà un peu. Et il y a que on doit plus. Mon expérience, c'est qu'on doit arrêter d'avoir souvent un langage diplomatique ou codé. Quand on est un leader et quand on peut prendre la parole et parler, il faut parler des discriminations. Et les femmes, vous avez parlé de l'avortement tout à l'heure, c'est important avec le protocole de Maputo. C'est important aussi de voir les droits des femmes par rapport à l'égalité du genre. J'ai toujours parlé de la situation de la femme dans un mariage polygamique. Est-ce que c'est normal? Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question? Les femmes qui sont les victimes de ces systèmes, pourquoi elles n'en parlent pas? Pourquoi c'est comme si c'est tabou? Donc, il y a à faire et il faut le faire. Il faut avoir des hommes. Je pense à Thomas Sankara. Je pense au docteur Adamou Ndamjoya. Parce que c'est dans la société, quand il y a des hommes, pas parce qu'ils sont des hommes, mais si on est dans un système de balance où la femme ploie, il faut qu'il y ait des personnes qui ne sont pas des femmes, qui sont dans des processus de prise de position pour pouvoir ouvrir les yeux à tout le monde. Et c'est important donc qu'on ait à la tête de nos institutions des personnes qui comprennent, pour lesquelles il ne faut pas attendre 200 ans pour se rendre compte qu'on ne va pas laisser progressivement que tout le monde sache que la femme et l'homme, ils ne sont pas égaux parce qu'ils n'ont pas le même physique, mais ils sont égaux en droit et ils se complètent. Je vous remercie, mesdames, de m'avoir laissé parler. Et je suis prête par rapport à toutes les questions que vous voudrez bien poser. Et c'était un plaisir pour moi de participer à ça. Merci. On retrouve à la fois au sein de la jeunesse une grande partie qui est femme et qui n'est pas simplement une majorité minorée, mais surtout une majorité silencieuse. Je pense, contrairement à, vous m'excuserez bien sûr, que la femme est une puissance. Et que si le monde aujourd'hui va mal, c'est parce qu'effectivement on n'a pas donné à la femme toute la place qu'elle doit occuper dans la résolution des conflits, notamment dans l'humanisation de notre société. Moi, je prendrais le cas du conflit en Russie. Feminism is all about. So I want you to be clear on that. Je ne crois pas que la violence peut avoir un sexe. Je ne sais pas par quel mécanisme on a pu voir un sexe à la violence, parce que moi j'ai été marié. Et j'ai subi des violences inimaginables. Le jour que j'ai obtenu à avoir le divorce, auteur exclusif de Madame Maï, le juge qui était une femme a dit, en prononçant son verdict, Madame Maï, vous avez la chance que ce monsieur n'a pas demandé que vous lui payiez des dommages et intérêts. Parce que s'il avait exigé que vous lui payiez des dommages et intérêts, je vous aurais condamné toute votre vie à lui payer de l'argent, à lui payer des dommages et intérêts par rapport au mal que vous lui avez fait. Donc je ne crois pas que la violence peut avoir un sexe. Je ne sais donc pas par quel mécanisme vous avez réussi à trouver le sexe, un sexe à la violence. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise si les femmes parlaient de la brutalité faite aux femmes, des actes de brutalité faits aux femmes, qui sont différents des actes de violence. Je suis un fils de paysan, c'est pour cela que je ne me sens pas à l'aise dans le discours des femmes qui veulent se victimiser. Moi, ma mère, j'avais peur de ces femmes. Ma mère me faisait peur. Mon père était un homme beaucoup plus lourd, mais qui ne courait pas beaucoup. Mais ma mère me laissait souvent franchir 100 mètres. Et puis elle revient, elle me rattrape dans les 200 mètres qui suivent. Elle me tire par les oreilles. Et mon mère va me fouetter aujourd'hui. Donc ma mère me faisait beaucoup peur. Il y a ça. Il y a autre chose que les femmes de la culture dans laquelle moi je suis né ont un combat dans lequel les hommes ne les rivalisent pas. Ma grand-mère par exemple était une accoucheuse traditionnelle. Et le plus loin que je me souviens, je n'ai pas vu une femme mourir de l'accouchement pendant que ma grand-mère a fait accoucher. On n'avait jamais connu les césariennes au village. Toutes les femmes qui accouchaient réussissaient à accoucher très bien. Et ce que j'ai noté, c'est que les
femme enceinte ne pouvait pas être condamnée, ne pouvait pas être, la peine de mort ne pouvait pas être exécutée pour une femme enceinte. Je me demande qu'en est-il après la naissance de l'enfant. Je pense que c'est assez important. Oui, après la naissance de l'enfant, la femme n'est plus enceinte. Mais là, il y a une nouvelle situation. Donc, j'aimerais juste être édifié à ce niveau. Ensuite, je crois que la question s'adresse à Mme Nanjoya. Il s'agit de l'influence de la femme. Cela a été quantifié pour justement parvenir à la conclusion que la femme n'est pas suffisamment influente. Et ça me fait plutôt penser. Juste à partir de quel niveau numérique, disons, comment est-ce qu'on peut chiffrer l'influence de la femme? À partir de quand est-ce qu'on pourrait dire qu'une femme est influente? Le fond de ma question, c'est que je me dis peut-être qu'on est ici en train de se diriger vers une inversion du rapport de force. Et je ne pense pas que ce serait très productif. Elle pourra même pas, l'action, elle ne pourra même pas déclencher d'action en justice parce que la loi ne le lui permet pas sans l'accord du chef de famille. Ce sont des violences qui entravent l'accès à la femme à la libération de leurs paroles. Parce que vous conviendrez avec moi, si vous êtes dans votre espace privé et que vous êtes déjà brimé, il est clair que vous aurez du mal à sortir de là pour réellement vous exprimer sur la place publique parce que déjà dans votre espace privé, on ne vous donne pas cette opportunité de vous exprimer. Et c'est là que je vais tomber sur l'intervention de mon papa. Je suis vraiment, comprenez-le, je suis vraiment compatissante et vraiment désolée pour ce que vous avez vécu avec votre femme. Quand on parle de la question des violences faites aux femmes, c'est par rapport aux chiffres. Nous sommes en mars, le 31 mars aujourd'hui, depuis le début de cette année par exemple. 5 femmes ont perdu la vie sous le coup des hommes. Que ce soit par la violence sexuelle ou alors par la violence conjugale. On a également, au niveau de l'association où nous travaillons, nous recevons des cas de violence, tant pour les garçons que pour les filles. La plupart, ce sont des cas de violence sexuelle. Je peux vous dire qu'en termes de ratio, on est dans 90% de violences faites aux femmes par les hommes et de violences faites aux garçons par les hommes. Vous comprenez où se trouve la nuance? Où il y a cette urgence d'éduquer et de sensibiliser sur la question des violences faites aux femmes. Parce que c'est là où commencent les barrières d'accès pour les femmes à l'espace public. Parce que quand on parle également de violence, quand on sort même de l'aspect privé également, on a également le harcèlement de rue qui est très répandu. On a l'instrumentalisation, comme Madame le maire le disait tout à l'heure, des femmes dans l'espace public. Des violences qui ne sont pas punies et que généralement justement des hommes qui dans nos sociétés ont le pouvoir utilisent cela pour leurs intérêts personnels. Et donc, c'est pourquoi dans les sociétés également au niveau international, généralement, on mène des réflexions sur comment lutter contre ces violences-là parce qu'elles mettent à mal une partie de la population de réellement participer pleinement au développement de la communauté. Parlant de la participation des femmes et des filles dans l'ancien temps, je pense que aujourd'hui, quand on parle d'égalité, ce n'est pas de parler d'espace exclusif. Nous ne sommes pas, pour moi, en tant que féministe, ce n'est pas d'espace exclusif dont je parle. Je parle de cette mixité, de cette parité qui devrait avoir lieu. Si une femme se sent capable de faire de la pêche, qu'elle le fasse. Si une autre ne s'en sent pas capable, qu'elle ne le fasse pas. Mais on doit avoir le choix. Et c'est ce que nous demandons quand nous parlons d'égalité. Il n'est nullement question là d'une tendance vers le mariage pour tous, parce qu'une fois de plus encore, vous tendez à nous éliminer. Quand vous parlez du mariage pour tous, que des hommes vont se marier avec des hommes, est-ce que ça nous concerne, nous les femmes? Non. On parle de nos problèmes, de notre difficulté à nous exprimer dans nos familles, de notre difficulté à réclamer, à être autonomes nous-mêmes. Parce qu'on est dans un contexte socio-économique aujourd'hui où un homme aura beau vous interdire de ne pas travailler, quand bien même il vous ouvrira un commerce devant la porte, il vous va contrôler les ressources que vous gagnez avec ce commerce-là. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est de ça qu'il est question quand on parle de violence faite aux femmes. Il n'est nullement question d'oublier un genre. Nous prenons en compte les violences que vous vivez et nous sommes du coup, autant que nous sommes moi féministe, je suis contre les violences faites aux femmes, aux hommes.
Faites aux hommes par les femmes, je veux dire. Vous comprenez? Mais comprenez qu'il y a une urgence parce que des femmes sont tuées chaque jour sous le pas des hommes parce qu'elles veulent sortir justement de ce domaine privé pour occuper l'espace public. Et c'est là que commence notre limitation à l'accès au pouvoir et dans la sphère publique. Merci. Si on parle de violence faite aux femmes, c'est parce que les femmes parlent. Mais vous les hommes, vous êtes nombreux dans cette salle. Combien peuvent dire au vu au su de tout le monde qu'ils sont bastonnés chez eux? Oui, vous ne devriez pas avoir honte. Et justement, c'est cette honte et c'est ce silence qui fait en sorte qu'on ne parle pas de violence faite aux hommes, mais plutôt de violence faite aux femmes. Parce que quand vous regardez, et honnêtement, je suis féministe, mais humaniste. Humaniste, pourquoi? Parce que la souffrance de l'autre me fait mal. Lorsque vous regardez la vie quotidienne, tous les jours, si on met environ 100% de couples, généralement, madame, les hommes partent souvent plus vite que les femmes. Parce que il y a des violences qui sont faites aux hommes, mais parce qu'ils n'en parlent pas, ils se déciment à petit feu. Ceci me pousse à dire, qu'en fait, lorsqu'on parle de sexe fort, ce n'est pas l'homme, mais plutôt la femme. La femme est le sexe fort parce que la femme supporte des choses insupportables. Et comme elle a un mental de tous bords, ce que l'homme avec petit h n'a pas, et lorsqu'il y a problème, elle va se plaindre. Elle se plaint et on cherche comment résoudre le problème de celui qui se plaint. On ne cherche pas à résoudre le problème de celui qui ne se plaint pas. À cet effet, il y a un travail qui a été soutenu à l'université de Douala sur les violences faites aux hommes. Je vous prie de chercher ce travail et de le lire. Vous serez assez édifiés. Bien, vous avez parlé de la médecine traditionnelle. Vous savez, nous sommes dans un univers où l'ailleurs a pris le pas sur nous. Souvenez-vous, il y a quelque temps, lorsque les enfants naissaient avec ce qu'on appelle la fièvre, c'est quoi jaune là? L'itère. Comment les mamans bêtis ici le soignent? On met l'enfant dans un panier et c'est au soleil. Mais aujourd'hui, avec la médecine occidentale, c'est la couveuse. Les rayons X. Tout récemment, il y a eu ce qu'on appelle le coronavirus. Et on s'est plaint que l'Afrique ne soit pas très touchée. Je voyais au village, dans les marchés, on coupait les coupes, on mélangeait, il y avait des mistures qu'on buvait, les feuilles les feuilles qui sont trop dans le ndé et dans le noun là. Là, à Koutaba, il y a beaucoup de feuilles, les calytus. On fait bouillir, on se couvre avec. Mais c'est parce qu'on a mis au-dessus l'ailleurs. Et l'ailleurs, c'est l'Occident. Ce que nous, Africains, nous faisons, on veut être comme l'autre, comme le blanc, mais nous ne sommes que des simples sujets clonés. Et nous ne serons jamais comme l'original. Donc, il est temps que nous mettions en avant notre propre culture. Si on ne le fait pas, on va continuer dans ce sens. Merci. La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, à laquelle le Cameroun est un parti qui vient protéger l'enfant. Là, on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant et c'est consacré par l'article 4 de la dite charte. Et après, dans les articles 18 et 19, on parle de la protection de la famille et des soins apportés à l'enfant. Donc, vraiment, tant que c'est enfant, et cette charte dit que l'enfant, c'est de 0 à 18 ans. Je pense
au nom de son intérieur supérieur, même la maman qui est condamnée à mort, elle a, on va parler de sursis, c'est ça, maître? Voilà. Maintenant, pour monsieur Dibamou, oui, d'accord, hein, on veut bien prendre le pouvoir. Mais il faut comprendre le retard de la femme. Il y a, depuis 2 ans, je suis dans le domaine de l'établissement des actes d'état civil. J'ai mené des enquêtes à Kolofata et à Mozogo, et puis au sud à Mintom ou à Kampo, pour l'ère culturelle, on va dire musulmane, même si en majorité ce n'est pas des musulmans, c'était notre hypothèse de départ. Vous avez des parents qui vous disent, déjà moi je n'établis pas des actes de mes enfants dès la naissance parce que ça peut être une perte d'argent, parce qu'ils pensent que l'état civil ça coûte cher. Je préfère, s'il atteint le coût moyen de, on va voir. Et puis une famille dit, elle ira en mariage. Elle n'a pas besoin d'acte de naissance. Voilà la logique d'un parent. La conséquence, c'est que, au cours moyen de, si le directeur est strict, cet enfant, l'école s'arrête. Et après, vous n'aurez pas ces femmes qui veulent bien prendre le pouvoir. Moi, j'ai vu à Mintom un garçon, ce n'était pas une femme, titulaire d'un baccalauréat, 26 ans, qui n'a pas d'acte de naissance. Là, c'est la tolérance administrative. Oui, c'est la tolérance administrative, c'est des faits qui se passent chez nous, où on délivre des copies d'actes de naissance, les enfants évoluent avec, et au moment de retirer son baccalauréat, il n'a pas sa CNI, et donc il ne peut pas poursuivre ses rêves. Malheureusement, ça se fait. Également au sud, vous avez ces parents qui disent vraiment l'enfant, faire un acte de naissance, ça coûte cher parce que les gens ne sont même pas éduqués. Et donc quand il a un peu d'argent, parce que cet argent en fait sert à la corruption, lui il ne sait pas qu'en fait il est en train de monnayer un service gratuit, il se dit l'enfant, le garçon c'est l'investissement, c'est un investissement, ce qui n'est pas le cas de la fille. Vous voulez qu'on prenne le pouvoir alors que vous préférez faire des actes de naissance aux enfants? Non. Et puis maintenant, quand on rentre dans l'histoire, même quand on dans l'éducation, les femmes, pendant la période sous administration française ou britannique, des deux côtés, elles allaient dans des collèges d'enseignement ménager. Dans les SICSA, même pour préparer les mariages. C'est les hommes qui allaient dans des établissements où ils apprenaient les mathématiques, la langue française et donc présentaient des examens. Mbono Samba, c'est quelle année? Le premier bac au Cameroun. Alvin et Bolo et Koto, c'est quelle année? Il y a déjà ce gap qu'il faut rattraper avant de nous dire oui, nous sommes nombreuses, mais j'insiste là-dessus, nous ne sommes pas une majorité silencieuse, nous sommes une majorité minorée du fait du retard que nous avons accusé et que vous les hommes vous continuez à perpétrer. Regardez l'administration au niveau des régions. Vous connaissez une femme gouverneur? C'est parce qu'il n'y a pas d'assez hors échelle ou alors elles sont incompétentes. Vous en connaissez? Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sorties de l'ENAM. C'est toujours de la volonté d'un ministre de l'administration territoriale qui est femme, qui ne veut pas promouvoir des femmes. Non, il faut arrêter d'accuser les femmes, même quand elles n'ont pas tort. C'est vous, les hommes, qui décidez de ramener les femmes dans cette posture arrière. Toujours penser que la femme, quand elle va faire un enfant, qu'est-ce qu'elle va devenir? Les enfants, il faut qu'elle rentre à la maison. Je dis non, il faut arrêter ça. Bon, maintenant, Monsieur Maï, rentrons dans la culture, parce que visiblement, vous connaissez la culture. Je vais chuter par là. Dans notre anthropologie, nous avons une masculinisation très forte. La virilité, c'est l'homme. On sait que c'est l'homme qui est viril. On ne sait pas que c'est la femme qui est virile. Chez moi, chez les Beneux, on demande yonomot. Ça veut dire, est-ce que tu es un homme? Vous avez déjà demandé, suivi un jour, on demande yoneminga. Non. Yonomot, une femme, alors c'est grave, c'est pour dire que tu ne réponds même pas en bas. Oui, c'est pour dire que tu ne réponds même pas en bas. On n'a jamais cherché à savoir si une femme prend du plaisir ou alors c'est même elle qui donne ce plaisir à l'homme. Mais on dit toujours, même la sexualité, elle est masculinisée. Alors, vous vous plaignez de quoi? Moi, ça m'embête. Et puis, le viol, c'est une arme de guerre, ne l'oubliez pas. Le viol, c'est une arme de guerre.
On a vu au Rwanda, on a vu au Congo. Vous en savez des hommes qui ont été violés? Vous en savez des hommes qui ont été violés pendant la guerre? Pas des hommes. C'est des hommes qui violent c'est les hommes qui violent des hommes. C'est pas la femme qui viole l'homme. C'est des hommes qui violent les hommes. Donc moi je pense que on ne refuse pas que les hommes soient victimes de violences. Les violences masculines, elles existent, oui. Mais c'est vous les hommes qui avez théorisé le viol comme étant une arme de guerre. Et c'est à vous de déconstruire ça. Qui essaie de tuer le docteur Denis Mukwege, c'est qui? C'est pas les femmes. C'est toujours vous. C'est une femme d'être médecin parce qu'il est médecin ou d'être enseignant parce qu'il est enseignant. Et la femme a le choix de son travail. On le dit clairement. On parle de la co-responsabilité parentale. On dit l'homme et la femme sont tous les deux responsables de tout ce qu'il y a comme gestion. Donc c'est très clair. Ça, c'est des voies par lesquelles concrètement tous ceux qui passent comprennent que aujourd'hui on ne dit plus la femme est obligée de suivre l'homme dans son domicile. On parle du choix de domicile. L'homme et la femme, en ce qui les concerne, ont la responsabilité de choisir le lieu de leur domicile. La femme ne peut plus être obligée d'aller suivre un monsieur ou le monsieur ne va pas laisser la femme chez ses parents pour aller quelque part, sauf si ils sont d'accord. Parce que ça peut arriver que par rapport au travail, bref, c'est pour vous dire que M. Ndamjoya, s'il était politique, en tout cas, il ne m'a jamais obligé d'être politique. Nous étions tous les deux aspirants. Moi, je cite souvent le commerçant qui est avec sa femme commerçant et ça marche très bien. On n'a jamais trouvé de problème entre un boulanger et sa femme qui se lève à 5 heures du matin pour aller pétrir le pain. Quand on achète le pain, on ne dit pas pourquoi l'homme et la femme sont des boulangers. Non, mais quand c'est l'homme et la femme qui sont des politiques, ça commence à se demander pourquoi. Parce que justement, le pouvoir politique, c'est comme si c'est un accaparement. Et je vous ai dit merci à Dr Adamou Ndamjoya parce que peut-être que s'il pensait que je pouvais être une concurrente, il m'aurait peut-être dit et ton aspiration politique là, je n'en veux pas. Mais ça, c'est une direction pour vous dire que normalement, ça peut arriver que l'homme soit politique et la femme soit médecin ou professeur. Ça dépend. Donc, mais quand ça arrive, comprenez que ça peut être deux commerçants et c'est toujours profitable à l'entreprise. Les enfants même vont suivre. Vous allez dire, venez faire le commerce parce que c'est plus intéressant. Même comme je ne souhaite pas à mes enfants de toute façon de nous suivre en politique parce que je sais comment c'est difficile. Mais est-ce qu'on peut les empêcher? Parce qu'ils sont nés dans un environnement, ils sont conditionnés par l'environnement, on ne sait pas, ils ont des réflexes quelque part parce qu'ils ont vu leurs parents dans des situations. Là, ça nous échappe. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on considère le niveau d'influence? Mais c'est très simple. Le niveau d'influence sera perçu quand les femmes seront au niveau de prise de décision, elles vont influencer la vie de la société. À l'Assemblée nationale, par exemple, s'il y a une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale, il faudra, pendant le vote du budget, insister, porter les lunettes du genre pour que tout ce qui passe à l'Assemblée nationale soit en accord avec la parité. Déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, il faudrait une commission permanente pour le genre. Au niveau du gouvernement, il faudrait un département ministériel pour le genre, parce que le genre ou la parité, parce que c'est les droits fondamentaux des êtres humains. La parité, Monsieur Marie, ce n'est pas que l'homme et la femme sont pareils. Ils sont complémentaires. L'homme ne dépasse pas la femme ne dépasse pas l'homme. Il faut savoir. C'est pour ça qu'il faut créer ces institutions en charge de la parité, pas du genre, en charge de la parité pour que ça rentre dans la tête de tout le monde que c'est l'être humain, c'est l'être humain, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'influence. Il faut que les femmes prennent les postes de prise de décision, elles vont savoir qu'en matière de santé, il y a telle spécificité des femmes. En matière de l'éducation,
les femmes, parce qu'elles sont femmes, elles connaissent tel problème. Parce qu'elles sont des ménagères, elles subissent tel problème. Donc, plus les femmes qui sont les plus nombreuses dans notre société vont se retrouver à des instances où elles peuvent influencer sur le sort de la société, la société va mieux se porter, la famille va mieux se porter. Monsieur Maï, commencez par réfléchir par rapport à la création d'une association des hommes battus. Ça commence par là. Parce que si comme ça vous allez voir, plusieurs hommes vont venir et ça va créer un déclic et nous, on va commencer vraiment à s'intéresser juste parce que les femmes sont les plus nombreuses comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas l'impression qu'il y a on sait, mais c'est comme si c'est... Je vous ai dit, moi j'agis dans le domaine des femmes parce que je suis une femme et je sais ce que les femmes subissent. C'est pour ça que je dis, tant que les femmes seront les plus nombreuses et qu'elles vont arriver à des postes de prise de décision, elles pourront mieux réguler parce qu'elles savent ce qu'elles subissent. Donc je pense que les deux questions qui m'étaient adressées. We come into that is going to be a whole lot of topic. Democracy in America, democracy in the US, in the UK, and democracy in Cameroon they are like different things. That is why we are talking about recording Cameroonian feminism, recording African feminism. You spoke about the First World War, spoke about the Second World War. Now, you just put in that masculinity in front, but women actually played a role in the First World War or in the Second World War. But it was not written. Women, either they are giving food, they are providing food, or they are locked up somewhere as sex objects to satisfy the warlords, or usually they are victims. Sometimes when it's bad, women carry arms. And it is not recorded. You don't find these resources anywhere. You don't find dissertations. You don't find books of feminism. All these beautiful stories that are here, if we really want to get deep, it will not be titled feminism. It's just going to be from different sectors, as they said. Someone once told me that if he was a president, he's going to put a man as the Minister of Women's Empowerment. That is because men will follow him and he will help influence other men. You see, we are always seeking permission from men. And just to maybe add, they have said beautiful things, and I just want it to stick in our minds. Like, even just the definition of gender-based violence you're looking at, we are not focused on women. We are focused on gender. But now, we are saying violence against women. This is different. And it's true that men are going through violence. Yes, they don't speak up. And that is still because of the social norms and cultures that limit both sexes and the different genders that are existing. Whether you want it or not, you want to behave like the man. Whether you want it or not, you want to show that you're a man. And if you don't show that you're a man, c'est quelle chelesa. They'll call you a gay automatically, but that is not what you want to be identified. So you just pull up. Maybe you just want to listen to your wife. You want your wife to be in charge of finances. But your friends will say, no, mais tu laisses la femme la gérer, pourquoi? And you just want to show up in front of your friends just to normalize the cultures and social norms that are existing. So maybe this is a step for us to start recording these little things, this beautiful activism that is going on. Even within the Anglophone crisis, women are not only victims, women are also actors. Est-ce qu'il peut y avoir un remaniement ministériel dans notre pays si la première dame ne dit pas quelque chose concernant ce remaniement-là?
Il y a également un autre élément qui est revenu dans l'intervention du professeur Wanyaka et du docteur Valérie Diassini. Les femmes camerounaises sont belles. J'aime savoir le lien pouvant exister entre la beauté de la femme et l'accès de la femme au processus de prise de décision. Parce que lorsqu'on dit que la femme elle est belle, moi, peut-être juste un rêve, j'ai l'impression qu'on peut dire que la femme peut user de son pouvoir de séduction, de sa beauté, pour, j'ai pas envie de terminer la phrase. Alors, vous dites également que les termes ne sont pas influents. Pour vous, encore avoir la notion d'influence. Ma dernière intervention va en l'endroit de l'honorable Tomaïno Dardoya. Honorable, est-ce que la création de tout un département ministériel pour les questions de genre suffira-t-il à résoudre les inégalités entre les hommes et les femmes? Je n'ai pas envie de parler des mécanismes, des structures qui ont été mises sur pied pour lutter contre la corruption au Cameroun. On se rend davantage compte que plus les structures sont multipliées, plus la corruption se porte davantage bien. Ma dernière question, au sein de votre parti, l'Union démocratique du Cameroun, quelles sont les initiatives mises sur pied par votre parti pour promouvoir le leadership politique des femmes? Parce que j'ai eu la chance d'être de cette partie du Cameroun. Mais je me rends compte que c'est les hommes qui n'en voulaient pas, mais c'est les femmes qui ont estimé qu'il faut qu'elles aient le choix parce qu'elles sont plus nombreuses et que finalement, on ne sait jamais. Même deuxième femme, elles peuvent prendre. C'est les femmes qui en demandent. Non, mais c'est vrai, c'est un fait. La deuxième chose sur laquelle je voulais que vous sachiez, c'est que, ou bien ma question vraiment, c'est de savoir si vous pensez, vous les femmes, que vous voulez être libres. Non, je vais dire indépendante et égale des hommes. J'ai l'impression que c'est non. Je prends deux choses et vous répondrez là-dessus. Qu'est-ce que les femmes pensent de la dot coutumière? Qu'est-ce que les femmes en pensent? Quand un homme, Madame Stevedi, vous êtes belle, vous le savez très bien. Aujourd'hui, on demande des choses incroyables aux garçons pour se marier. Des porcs longs chassés. C'était d'abord 2 avant. Maintenant, c'est déjà 10. Madame Dieu, ça monte. Et quand un garçon met de l'argent, s'endette pour se marier, comment la fille qu'on épouse pense vraiment que cet homme va la considérer? Est-ce que les femmes veulent être, je vais dire, indépendantes? Deuxième remarque, je vois le 8 mars. J'ai aimé la phrase de Madame Dieu qui dit que le 8 mars c'est tous les jours. Les femmes, en fait, pour une journée consacrée à leurs revendications, en tout cas au Cameroun, en ont fait une journée de fête. Mais dites-moi, vous fêtez quoi? Vous n'avez encore rien eu. Vous fêtez quoi? Je n'ai jamais compris. Il y a encore des violences contre vous. Il y a encore cette espèce de discrimination contre les femmes. Quand une fille tombe enceinte à l'école, on la chasse de l'école, on laisse l'enfant, le garçon qui l'a mis enceinte. Conclusion, il aura le bac, la fille sera à la maison et elle peut faire un deuxième enfant. Donc, je vois comment les femmes sont discriminées et je vous regarde toujours avec un étonnement inouï le 8 mars. Et même les femmes les plus intellectuelles, les femmes politiques, aller fêter une journée alors qu'elles n'ont encore rien reçu par rapport à leur revendication. Donc, mesdames, à ma question, voulez-vous vraiment obtenir cette parité, cette égalité, alors que le comportement même de vous-même me laisse croire que les femmes aiment être à la place qui est la leur? Je vous titille. Des fois, son mari l'a placée là parce que j'aimerais des fois qu'on se dise que est-ce que Mme Gambia, pendant qu'elle était députée, elle était capable? Est-ce qu'elle a été compétente? Est-ce qu'elle a fait son travail? Pour une fois, penser à ça. Est-ce que maintenant qu'elle est mère, elle est capable? Est-ce que les populations de Fumba sont contentes d'avoir Mme Gambia comme ministre? Pourquoi c'est toujours parce que son mari était qu'elle est? Est-ce que la dame qui était présidente, le mari qui était président aux États-Unis et sa femme a brigué à les élections de président, est-ce que c'est pas... Il y a eu un problème par rapport à ça, mais pourquoi chez nous,
On a ça, c'est ça les discriminations qu'on porte. Et il faudrait que ça s'arrête. Enfin, en tout cas, quelle est la première caractéristique que sa femme doit avoir? C'est je veux une femme soumise. Le mot soumission est devenu... mais je ne sais pas pourquoi cette obsession pour la soumission de la femme. Et c'est très grave quand on voit la situation de notre peuple aujourd'hui. Je fais partie des gens qui pensent que la situation de l'Afrique actuelle vient du fait qu'on a mis la femme africaine hors circuit. C'est-à-dire on l'a mis de côté. Sois belle et tais-toi. Ressemble à la poupée Barbie, ressemble à la femme blanche. Il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Or, les hommes, vous qui êtes dans cette salle, vous avez tous été élevés par la femme. Je suis une jeune maman aujourd'hui et je sais que c'est moi qui élève mes garçons. Même si leur papa était là tous les jours, je suis persuadée que c'est la femme qui détient les premières années d'un être humain. C'est elle qui prend tout son temps, la patience, pour lui inculquer dans les détails ce que c'est qu'un être humain. Et je pense qu'aujourd'hui, si je devais définir ma mission, c'est je m'inscris comme un acteur de changement pour l'homme africain de demain. J'ai le devoir de contribuer à mettre en place une nouvelle génération d'hommes qui doit comprendre que l'humanité ne peut pas être homme et femme pour rien. Ce n'est pas un hasard s'il y a eu l'homme et qu'il y a eu la femme. Donc, l'humanité masculine a décidé de mettre 50% de la matière grise, mais vraiment à la poubelle, quoi. Alors que, comme on dit, un seul bras ne peut pas monter sur un arbre. Regardez la puissance de vos mères. Comment se fait-il que quand vous devenez grand, vous devenez si macho? Qu'est-ce qui vous fait si peur chez la femme, en fait, en réalité? Quel est le problème? Je pense qu'avant de répondre à toutes ces questions de combien de pourcentage de femmes il y a au pouvoir, ça là, c'est des conséquences. Ça commence à la maison. Quand vous franchissez le pas de l'extérieur, là, que vous devenez des hommes, à quel moment vous décidez que cet être qui a contribué à votre édification doit devenir en fait une pâle copie? Quand monsieur a dit, qui a dit que derrière chaque grand homme il y a une grande femme? Pourquoi c'est pas à côté d'un grand homme il y a une grande femme? Il faut déjà corriger tout ça. C'est très grave. C'est très grave. Et si on ne remet pas quelque chose, si on ne remet pas la femme africaine dans sa place, qui est vraiment que celle qui porte les valeurs et qui les transfère à l'humanité, eh bien je vous dis, on va rester dans la merde très longtemps. Très très longtemps. Parce que si on n'a pas des mères qui sont fortes et puissantes, cette histoire de soumission, il faut vraiment savoir ce que vous mettez derrière le mot soumission. Soumission, ça ne veut pas dire qu'on doit être là à vous cuisiner, à vous laver vos petites culottes trouées, etc. etc. La femme doit faire autre chose. Non, il faut faire très attention. Je ne connais pas beaucoup. On est tout le temps en train de dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Je vous l'ai dit qu'au Cameroun, c'est 50,1 contre 49,9. La différence n'est pas si énorme que ça. Et je voudrais dire que d'après le dernier recensement mondial, les hommes sont supérieurs aux femmes dans le monde entier. En fait, dans les hôpitaux, il n'y a plus de bébés garçons que de bébés filles. Et s'ils n'en mourraient pas beaucoup plus, parce que les bébés garçons sont plus fragiles, la différence entre les hommes et les femmes serait vraiment énorme. Et c'est encore quelque chose qu'on nous a vendu, de dire qu'il y a plus de femmes, comment est-ce que les femmes vont faire s'il ne faut pas pour la polygamie. En tant que moi, en tant qu'afroféministe, je me dis que c'est une question de choix. Si une femme veut être dans un... Moi, je connais une femme docteur qui est dans un mariage de polygamie qui m'a dit, écoute, moi, je ne peux pas donner 7 jours de ma semaine à quelqu'un, je peux lui donner que 2, et donc moi, ça m'arrange. C'est un choix, je respecte. Mais si une femme ne veut pas, que ce ne soit pas une question qui ne soit posée qu'à l'homme et pas que à la femme. Et donc, moi, j'avais ma question, après avoir fait cette clarification, c'était donc finalement, et j'espère que chacune va résoudre, qu'est-ce qu'on fait? On a posé des constats, on a dit qu'il faut être unis, il faut travailler ensemble, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on se rend compte que les autres qui sont en face de nous ne sont pas encore, en tout cas pour la grande majorité, prêts à faire le pas? Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on se soutient? Comment est-ce qu'on continue de crier jusqu'à ce qu'on soit véritablement entendu?
moi, c'était la question que je voulais poser et je vous remets, mesdames, la parole en vous rappelant que l'objectif, il est 17h48. C'est vraiment que d'ici 18h au plus tard, Jean Bosco me lance déjà des gros yeux parce qu'il avait dit que ça devait finir avant. L'objectif étant que d'ici 18h au plus tard, nous soyons tous libres de dire. Une autre phrase importante aussi, c'est de dire que le combat pour les droits de la femme n'est pas un combat que pour les femmes, mais c'est un combat pour les femmes et les hommes. Je pense que ça, il faut retenir ça. Et enfin, que les femmes ont une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est Madame Augustine qui l'a dit. Et que le devoir de la femme aujourd'hui, en tant que celle qui éduque les enfants et en tant que celle qui se meut dans la société, c'est elle-même de commencer à imprimer dès la base une certaine éducation, une certaine façon de faire. Et dans sa façon de faire au quotidien, de s'affirmer, de montrer qui elle est, de respecter tout le monde, parce que, une phrase qui est ressortie aussi, le féminisme est un humanisme. Donc, je vous remercie de votre patience. Parce que le combat pour le droit de la femme n'est pas simplement l'affaire des femmes. Nous avons organisé cette conférence. Et nous pensons qu'au fur et à mesure, et chaque année, le plus souvent, pourquoi pas, nous allons convier les femmes à penser ce qu'est une femme. Est-ce que la femme, c'est celle qui devient une femme, ou est-ce que la femme est celle qui naît femme? Donc, nous allons continuer le travail que Simone de Beauvoir avait commencé, comme a révélé, comme a cité l'honorable président Hermine. Je veux terminer en remerciant particulièrement, donc en remerciant tous les panélistes qui ont pris la peine de laisser ce qu'elles font régulièrement pour prendre part à cette discussion. Mais je vais remercier particulièrement l'honorable présidente Hermine Patrice Namjoya, qui par sa présence montre qu'elle a une relation presque affective avec la grande palabre. Et également parce que chaque fois que nous avons eu à la solliciter, elle n'a ménagé aucun effort pour participer à la grande palabre et édifier notre auditoire de son expérience.